et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. On ne perd pas le fil avec Yves Dorget qui nous explique tous les secrets de la passementerie. C'est le focus du jour. De l'exotique Abu Dhabi à la galerie Gagosian, les projets ambitieux de l'architecte Ala Wardé traversent le monde. Manège, sucreries et rêves enfantins ne sont pas réservés aux plus jeunes d'entre nous. Un pari forain qui fait tourner la tête. La plus belle pour aller danser, c'est vous, mais pour se marier, c'est Élise Hameau et ses 12 créations. Bon pour les yeux et bon pour la tête, le tout 100% version française. C'est Point de vue. Une belle idée qui sent le croissant chaud, c'est Sensor Wake. Plus la peine que votre chéri vous apporte le café au lit, puisque ce drôle de réveil s'en occupe, enfin, juste pour ce qui est de la bonne odeur. On se réveille au gré des fragrances d'herbes coupées ou de bords de mer, il ne nous manque plus que le cri des mouettes. Non loin de Pigalle et son moulin rouge se trouve la Cité du Midi. Cette ruelle prise en sandwich entre les magasins de souvenirs regorge de pépites de la belle époque, comme sa devanture d'anciens bains-douches. Un écrin de verdure jalousement préservé où jardinières et pots de fleurs s'affrontent fièrement. On va y faire un tour ? Il y a eu Bébé, Hardy, mais surtout Vartan. Sylvie Vartan s'est imposée comme une icône du glamour des années 70. Alors qui de mieux qu'elle pour suivre les courants de mode qui se sont succédés durant ces années ? Si vous voulez jouer les James Bond Girls ou simplement vous rappeler que c'était mieux avant, plongez-vous dans le style Vartan. Si vous ne savez plus à quel sein vous vouer en termes de lingerie, on vous a trouvé la solution, elle s'appelle Jolie Môme. Fabriquée avec des matériaux nobles comme de la dentelle de Calais, la créatrice s'évertue à mettre en avant les savoir-faire de l'Hexagone. De jour comme de nuit, on applaudit l'idée culottée. Les rideaux et leurs accroches, vous trouvez ça ringard ? Attendez de voir ce qui se cache derrière les machines de l'atelier de passementerie d'Yves Dorget. Entrer dans cet atelier du 20e arrondissement de Paris, c'est faire un bond dans le passé, voire dans un autre monde. De vieilles machines sorties tout droit des comptes qui s'agitent au rythme des clics et des claques. On serait presque envoûté. Ici, les fils s'entremêlent et forment des galons, des pompons ou encore des franges pour décorer les vêtements, les meubles ou d'autres objets. C'est l'art de la passementerie. Et le maître des fils nous en dit un peu plus sur cet artisanat. La passementerie, au niveau d'un siège, ça peut être la frange d'un canapé, la frange du siège en dessous, des petites lézardes, des petits galons qui viennent faire le contour du siège. C'est un univers très particulier. Parce qu'aujourd'hui, la passementerie, on n'en voit quasiment plus. C'est dans l'ancien, dans l'histoire. Il y a les styles Louis XVI, Empire, Napoléon III, un petit peu Art déco. Mais la passementerie, petit à petit, elle a disparu. Sauf que avec notre culture française, notre culture parisienne, dans les hôtels particuliers, il y a beaucoup de passementerie, quoi. Ça reste un luxe. Et voilà, si on arrive à vivre, c'est grâce à l'ancienne passementerie, c'est pas au moderne. Plonger dans l'univers d'Yves Dorget, c'est aussi découvrir un vocabulaire étrange. Mais pas de panique, on vous explique tout pour ne pas perdre le fil. Par exemple, les rubans de tissu épais se nomment des galons. Les embrasses sont des cordons servant à retenir les rideaux. Avant de solliciter ces vieux métiers à tisser du début du XXe siècle, il faut perforer les cartons. C'est la mécanique jacquard. Chaque trou indique à la machine une consigne qui définira le motif souhaité. Ce carton, on va le mettre sur la mécanique, au-dessus des machines, mécanique jacquard. Donc on installe le carton. C'est un langage informatique, c'est un programme. Voilà, à l'époque, ça commençait, c'était quasiment de l'informatique. Soit il y a un 0, soit c'est bouché, soit c'est percé. 0 ou 1. Et à partir de là, c'est le langage. Le motif établi, il faut maintenant trouver le tissu et la couleur des créations. La passementerie utilise la soie, la laine, le coton et toutes sortes de matières selon les envies du client. Une fois les ordres donnés, les métiers à tisser obéissent. Le premier métier actuellement, c'est une petite lézarde qui va sur un canapé. Et donc, on a toutes les références et toutes les indications techniques de cette lézarde.
le nombre de fils, comment ça doit être tissé, tout ça. Donc on prépare tout. Et à partir de là, on installe. Et on installe la machine aussi qui correspond exactement au carton. Et même si les métiers à tisser ont bien fait leur preuve depuis tant d'années, il faut toujours les surveiller. L'œil humain est indispensable. Et après, ça dépend aussi de la complexité de ce qu'on est en train de tisser. Des fois, une personne peut gérer plusieurs machines parce que c'est relativement simple. Et des fois, il faut faire très attention. Donc on préfère qu'il y ait un tisseur qui reste devant la machine pour surveiller que tout va bien et que la qualité du produit est parfaite. Et pendant que les vieilles dames s'agitent, de l'autre côté de l'atelier, des petites mains entrelacent les fils. C'est un autre univers. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus les machines. Et par contre, c'est l'endroit où on tisse à la main. On fait en fait des choses beaucoup plus complexes encore parce que sur les machines jacquard à côté, avec les moteurs, tout ça, on est quand même limité au niveau de la complexité. Alors que là, avec les métiers main, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Les embrasses, par exemple, sont exclusivement créées à la main. Un travail de fourmi qui demande patience et minutie. Dans cette partie de l'atelier, il existe aussi d'étranges machines. C'est des métiers main. Voilà, c'est la même chose, quelque part, c'est la même chose que de l'autre à côté avec les machines jacquard. Sauf que là, il n'y a pas de moteur. Le moteur, c'est la main, voilà, de Valérie qui tisse les galons parce que c'est très compliqué et qu'avec les machines, on ne peut pas avoir cette qualité. Des fois, j'exagère un petit peu, mais ça pourrait être 5 cm à l'heure. Alors que voilà, quand c'est le moteur qui tourne, ça va beaucoup plus vite. Et donc, par contre, la complexité, c'est des choses qu'on ne peut que tisser à la main. Dernier atelier de la capitale, ici on ne fabrique que du sur-mesure. Des clients du monde entier réclament ce savoir-faire et même la Maison Blanche a succombé au fil d'Yves d'Orgé. Vous connaissez le Louvre de Paris, voici le Louvre Abu Dhabi. L'élève de Jean Nouvel, Ala Wardé, est une architecte au projet pharaonique. Elle nous accueille aujourd'hui. Le Louvre Abu Dhabi, majestueux édifice sorti des eaux. À la tête de sa conception, il y a bien sûr Jean Nouvel, mais pas seulement. Bonjour, bienvenue. Ala Wardé, cette architecte discrète est pourtant la main armée de Jean Nouvel. Cela fait maintenant plus de 25 ans qu'ils collaborent et depuis les succès s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Le Louvre Abu Dhabi, mais aussi One New Change à Londres, les maisons Jean Prouvé ou encore la galerie Patrick Seguin. Franco-libanaise, Ala Wardé a fui la guerre au Liban et est arrivée en France en 1987 où elle a repris ses études d'architecte. C'est là, à l'École spéciale d'architecture de Paris, qu'elle a rencontré un brillant professeur, Jean Nouvel. Et depuis, on va dire qu'on ne s'est plus quitté parce que Jean Nouvel m'avait dit quand tu finis, tu viens chez moi. J'ai été directement frappée à sa porte. J'ai été en Corée, en Australie, aux États-Unis, en Angleterre. Enfin, j'ai fait plein de choses. Parcouru le monde pour des tas de projets avec Jean Nouvel. En 2008, Ala Wardé a fondé sa propre agence où elle mène de front plusieurs projets à la fois. Des chantiers de toute taille, privés ou publics. Au-delà de la patience qui peut être passive, on va dire, c'est surtout la persévérance. Les projets durent longtemps et plus ils sont grands, plus ils durent. Il n'est pas inhabituel qu'un grand projet dure 10 ans. Ala Wardé est une femme qui aime relever des défis. Elle ne recule devant rien. Ainsi, en 2012, en pleine construction du Louvre Abu Dhabi, avec son équipe, elle suit Jean Nouvel dans un projet hors du commun. Ici, à l'aéroport du Bourget, M. Gagosian leur demande de transformer ce hangar en galerie. Ouf, quelle émotion! Formidable, hein? C'était un défi à tous les niveaux. Déjà dans le timing, parce qu'on avait très peu de temps pour transformer un espace où il n'y avait rien, un espace où il y avait tout pour accueillir des œuvres d'art. Sur le travail lui-même, c'est-à-dire de garder le caractère du lieu qui est totalement exceptionnel dans son écriture, dans sa légèreté, en y mettant tout ce que nous imposaient les contraintes des œuvres d'art.
Et si elle arrive à relever ces défis, c'est aussi parce qu'Alla Wardé sait bien s'entourer. Aujourd'hui, elle reçoit Ethel Hannan, une artiste libanaise dont Allah va inclure l'œuvre dans son projet de musée d'art moderne de Beyrouth. L'architecte en chef a une immense admiration pour cette artiste, une admiration plus que réciproque. C'est un instinct, ça ne s'apprend pas de diriger une équipe. C'est un art inné, on a ou on n'a pas. Ça ne s'apprend pas à l'école. Et c'est très important pour, je suppose, c'est ce qui est arrivé à Abu Dhabi. Elle a su mener pendant des années des gens de tout âge, de toutes fonctions différentes. C'est énorme. C'est un petit général en chef que vous avez là. C'est vrai, c'est vrai. Une femme donc qui sait ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, elle le trouve partout. Mon inspiration, elle vient vraiment de partout. Dans les livres, dans la poésie, dans la musique, mais parfois dans la rue. Enfin, je m'imprègne de beaucoup de choses. Et puis voilà, je ne peux pas vous donner une recette. Par exemple, là, sur le bâtiment de Marseille que je suis en train de développer, je me dis qu'il faudrait que ça soit aussi beau qu'une partition de Jean-Sébastien Bach, d'une fugue. Alors je regarde cette partition qui est absolument limpide, parfaite visuellement, et puis je me dis si j'arrive à faire quelque chose qui soit aussi... évidemment, c'est une grande prétention d'arriver à cette perfection, mais voilà. Du lyrisme, de l'ambition et surtout de la persévérance, voilà le doux mélange qui semble animer Alla Wardé. Bonjour Alla. Bonjour. Vous êtes venue à Paris étudier l'architecture. Le choix de faire de l'architecture s'était posé dès le départ? Je n'y ai jamais réfléchi. Je me suis naturellement orientée vers l'architecture après mes études. Donc voilà, ça s'est fait très très simplement et très naturellement, oui. Et Jean Nouvel vous a remarqué dès la sortie de l'école. À votre avis, pourquoi il vous a remarqué? Il faut lui poser la question. En fait, il est venu effectivement en tant que visiting professeur. J'étais en 4e année d'archi, donc je n'avais pas encore fini mes études, mais effectivement, il m'a dit après mes études que je serais la bienvenue dans son agence. Voilà, peut-être parce que j'avais assez vite compris sa façon de conceptualiser, on va dire, les sujets ou les idées avant de les écrire. Le métier d'architecte, tout le monde pense toujours, voilà, on arrive avec un projet et ça y est, on le bâtit. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Vous faites beaucoup de concours et parfois, les concours, vous les gagnez et parfois, vous les perdez. Quand on investit, par exemple, je ne sais pas, 6 mois parfois ou plus dans un projet et puis on ne l'a pas, c'est assez violent. C'est très violent, oui. C'est très violent, on s'investit énormément et quand on voit effectivement que ce n'est pas notre projet qui est pris, c'est beaucoup d'énergie et c'est très dur. Alors le pire, c'est quand on perd contre un projet qui est moins bon que le nôtre. Ouais. Mais oui, parce qu'on a toujours l'impression d'avoir fait quelque chose qui est exactement la bonne réponse à la question. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous ne faites pas seulement des grands bâtiments comme le Louvre, Abu Dhabi ou autres. Vous ne faites pas seulement l'urbanisme, mais vous construisez aussi des galeries, des maisons privées, notamment en France. Mais l'approche principale, elle est toujours la même. Vous partez de quoi ? Oui, l'approche est la même. Il n'y a pas de petits projets. Et souvent, contrairement à ce qu'on pense, les petits projets sont parfois plus compliqués que les grands. Donc, non, oui, c'est à chaque fois des réponses à une question qui est posée, que ce soit pour une maison, que ce soit pour une galerie ou pour un musée. Voilà. Après, c'est les moyens qu'on y met et puis le temps qu'on y passe. Hein. Le dialogue, en fait, avec le client est très important. Donc, c'est vrai que j'aime bien, même pour un petit projet ou une personne qui veut faire sa maison, lui demander, par exemple, d'écrire
de mettre par écrit ce qu'il a envie. Sa maison idéale. Mais pas forcément la maison idéale, non. Ce qu'il aime. Mais ça peut être ce qu'il aime manger ou ce qu'il aime voir, ce qu'il aime lire. Un de vos grands projets, un de vos grands chantiers, c'est le musée d'art moderne à Beyrouth. Et c'est joli parce que vous revenez quand même de votre ville d'origine, de votre pays d'origine. À votre avis, pourquoi votre projet l'a emporté? Parce que vous n'étiez pas la seule. Non, surtout que ça a été fait de façon tout à fait anonyme, donc je suis d'autant plus ravie parce que je suis arrivée en cachette. On ne savait pas que c'était moi quand on l'a choisi. Et donc, mais j'ai surtout répondu à une situation et à un site qui est absolument exceptionnel dans la ville, et je me suis attachée à répondre à quelque chose qui était ce que je pense être le plus juste pour ce lieu-là et pour la ville, et j'ai peut-être aussi été au-delà de la question en proposant un projet assez urbain avec un signe urbain très fort qui a un peu dépassé la question et qui a sans doute plu aux membres du jury. Si vous avez une vision pour votre ville, ça serait laquelle? J'ai envie de redonner des espaces publics et des jardins dans cette ville qui en a perdu autant, tellement. Voilà, des espaces de respiration et des lieux où on a envie de venir et de revenir, et pas juste un bâtiment de plus, comme malheureusement il y en a trop. Et garder ces lieux et ces moments de respiration dans la ville, c'est important. Merci beaucoup Ala Verde pour cet entretien. Merci. Retournez en enfance grâce à 3 adresses magiques de la capitale. Du plus vieux manège de Paris en passant par de délicates sucreries, on aura tout vu. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré chaque recoin de la capitale. Aujourd'hui, on vous offre un ticket pour la fête foraine parisienne. Si vous voulez retrouver votre âme d'enfant, commencez par un détour au musée des Arts Forains au pavillon de Bercy. À peine les portes franchies, on découvre un monde fabuleux que l'on croyait disparu. Quand on rentre dans cette salle, dans la salle du musée des Arts Forains, on passe sous les rideaux de théâtre, on entre sur scène, on devient acteur. Tout comme ces objets qui sont eux-mêmes des acteurs, parce qu'ils ont une forte personnalité, on les a restaurés, on leur a rendu la parole que leur avaient donnée les créateurs du 19e siècle qui les ont faits, et on les a disposés de manière à ce qu'ils soient vus correctement par le public et qu'ils puissent converser dans le silence de leur tête et les faire rêver. Rêve éveillé, bien sûr. Un décor féerique dans lequel les spectateurs déambulent au rythme des anecdotes du guide. Privilégiés, ils peuvent s'envoler sur de vieux manèges d'époque, comme ce manège vélocipède, totalement atypique. C'est un manège qui a été fait en 1897 avec la double option vapeur et électricité. C'est-à-dire à l'époque, on hésitait de croire en l'électricité. Mais aujourd'hui, on se sert d'une énergie beaucoup plus durable, celle des mollets des visiteurs. Et ce qui est fantastique, c'est de les voir vraiment rire quand ils pédalent sur ces manèges. Et je pense que c'est le fait d'être ensemble, de le faire ensemble qui les fait. Parce que monter sur un vélo, on peut tous monter sur un vélo. Et on n'est pas toujours en train de se marier sur le vélo. Alors que là, les gens s'éclatent, si j'ose dire. Et c'est fantastique de voir ça. Il est temps maintenant de revenir à la réalité et de prendre un peu l'air. Direction le Champ de Mars pour un autre tour de manège. Sous l'œil bienveillant de la Dame de Fer, ces petits chevaux galopent depuis 1913. C'est le plus vieux manège qui est resté dans son jus sur Paris. Toutes les pièces sont d'origine, quoi. C'est nous qui faisons l'entretien, c'est du bois recouvert de polyester. Et puis voilà, quoi, c'est un manège qui est très archaïque, quoi. Archaïque et surtout 100% écologique. Ici, les canassons cavalent à l'énergie humaine. Alors, on pousse le manège, tout simplement. Ensuite, on regarde si les enfants sont bien attachés, qu'ils sont tous munis d'une baguette. Et ensuite, il y a un petit jeu, ça s'appelle l'authentique jeu de bague. Ils doivent essayer d'attraper les petits anneaux. Ensuite, on tourne avec la manivelle. On a une petite manivelle et ça démultiplie
Il y a une inertie en fait. Après toutes ces années, le manège a vu défiler plusieurs générations de cavaliers. Des habitués du quartier, mais pas seulement. Quelques touristes qui reviennent tous les ans nous voir quand ils passent sur le Champ de Mars. Ils viennent manger leurs petites crêpes et puis on voit grandir leurs enfants aussi. Et nous, on les reconnaît aussi. Ah, c'est rigolo. Et si vous avez la tête qui tourne, il est temps de faire une petite pause gourmande. Rendez-vous chez Hélène dans le 3e arrondissement de Paris. Cette petite boutique, située au fond d'une cour pavée, offre un univers sucré et coloré. Sans parler de l'odeur irrésistible des confiseries, vous aurez envie de goûter à tout. Et pourquoi s'en priver? La sélection est française et européenne, et vous y trouverez le meilleur de chaque région. Certains produits sont même sans gluten ou sans gélatine animale. Bonbons, pommes d'amour, caramel ou encore chocolat, la liste est longue pour les becs sucrés. Après cette journée pleine de sensations, vous aurez forcément envie de faire un dernier tour. Une mariée un peu rock'n'roll ou bohème qui se roule dans les champs, c'est du côté d'Élise Hameau que ça se passe. Pas de froufrou pour cette créatrice. Partisane de la mariée décomplexée, Élise Hameau, créatrice de la marque éponyme, insuffle un vent de liberté au travers de ses robes aux attributs haute couture et qui mettent en avant un savoir-faire artisanal français. En fait, ma maman est styliste et modéliste et depuis toute petite, je voulais être styliste et dessiner des robes. C'était un peu mon truc, donc je remplissais mes cahiers de maths avec des silhouettes de princesses. Ça plaisait pas trop à mes profs de maths, mais au moins j'étais raccord avec mon rêve idéal. Après ses études au studio Berceau, Élise ne se sent pas prête à devenir une petite main dans les grandes maisons de couture et décide de repousser son rêve à plus tard en devenant journaliste de mode. Donc j'ai raconté les histoires des autres et jusqu'à temps de me sentir prête à raconter ma propre histoire. Il y a 5 ans, j'ai commencé à me dire mais mes copines se mariaient, elles ne trouvaient pas forcément de robe qui leur plaisait. Voilà, il y avait vraiment quelque chose à faire, je sentais, et puis c'était tellement raccord avec les princesses que je dessinais dans mes cahiers que du coup je me suis dit mais allons-y, ça rassemblait tout ce que j'aimais. Allier l'allure décontractée du streetwear et la qualité et l'exigence de la haute couture avec des matières nobles comme la dentelle de Calais ou la soie de Lyon, les créations d'Élise sont loin des clichés de la mariée classique. Elle bouscule les codes et dépoussière la dentelle. C'est vraiment histoire de désacraliser la robe de mariée. On n'est plus dans cette espèce d'envie de ressembler à une princesse complètement liftée avec une grosse meringue. On veut être soi-même le jour de son mariage, avoir les cheveux lâchés si on veut, mettre 3 fleurs dans les cheveux et se marier en basket, quoi. C'est vraiment cette idée-là qui me plaît. On envoie balader toutes les conventions et on file se marier devant Elvis, sans personne, sans belle-mère, voilà, juste en couple, parce qu'au fond, ce qui nous plaît, c'est d'être avec l'homme qu'on aime. Voilà. Même en se renouvelant, la marque Élise Hameau garde toujours son identité. Qu'elle soit bohème ou rock, ses créations font toujours référence au style élégant et délicat des années 70. Une inspiration un peu plus forte que les autres, c'est les années 70 qui me plaisent beaucoup. Je suis une énorme fan des chanteuses des années 70, notamment Janis Joplin, Joan Baez, etc. Et du coup, voilà, c'est vrai que leur tenue, leurs concerts m'inspirent, leur musique. Ce qui me plaît aussi, c'est toute la phase de recherche de tissu qui peut vraiment nous apporter plein d'idées aussi. On se dit, ce tissu avec cette telle broderie, ça fonctionnerait hyper bien sur une veste ou sur le haut d'une robe. Voilà, tout ça, c'est vraiment hyper varié. Comme tous les créateurs, Élise pioche ses inspirations un peu partout. Tout est bon à prendre car après chaque collection, il faut déjà penser à la suivante. Et Élise a une manière bien à elle de les élaborer. Je fais la collection en fonction de l'histoire que j'ai envie de raconter pendant le shooting. Donc l'année dernière, on voulait quelque chose très axé années 70, un couple qui part comme ça dans la nature, donc il fallait quelque chose avec les fleurs qui rappelaient, voilà. Là, l'année prochaine, on reste dans les rues de Paris, de nuit, toujours avec un couple qui, du coup, va partir encore dans une aventure extraordinaire. Si Élise a choisi de proposer un service haute couture en travaillant avec des matières nobles faites en France ou en Europe et un savoir-faire ancestral, c'est parce qu'elle crée pour des clients quelque peu exigeants. Quand on crée pour des robes de mariée, l'adage « le client est roi » prend tout son sens.
Élise et ses couturières le savent et sont à l'écoute des moindres envies ou caprices des futurs mariés. On peut tout à fait imaginer prendre le haut de cette robe et le bas de celle-ci, qui est plus simple, les mélanger. Sur mesure ou semi-mesure, tout se passe ensuite dans l'atelier du sous-sol. Si l'atelier vous paraît calme et que l'on n'a pas pu voir Élise à l'œuvre avec ses crayons, c'est qu'elle prépare la sortie fracassante de la nouvelle collection. Mais rien que pour vous, elle a accepté de dévoiler l'un de ses croquis. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!